Ludovic, pour les personnes qui écoutent et qui du coup ne connaissent pas forcément ce qu'est le Masbel, est-ce que tu peux les aider à se représenter, à s'en faire une idée en expliquant un peu ce que c'est, à quoi ça ressemble, quel est le matériau utilisé, à quoi ça correspond? Oui, bien sûr. Bah, la masse belle, c'est un accessoire qui est assez long, qui ressemble à une masse, comme son nom l'indique. Donc, c'est un accessoire avec une longue tige, un long manche de 90 à 120 cm de longueur à peu près, avec la plupart du poids qui est concentré à son extrémité. La plupart du temps, elles sont en métal. C'est pour ça qu'on les appelle masse belle. On peut les retrouver sous une autre dénomination qu'on peut appeler gada. Donc là, c'est un peu plus traditionnel où le poids peut être en métal ou en ciment et avec des manches en bois. Donc Ok. voilà. Et ça a une origine, ça vient d'un pays particulier? Oui, donc c'est important de parler un petit peu de l'histoire de cet outil. Parce qu'il faut savoir qu'il ne sort pas de nulle part. Euh, il faut savoir que les origines de la masse belle remontent à peu près il y a 3000 ans. Ah oui. Donc le berceau se situe en Perse, donc aujourd'hui l'Iran. Les outils qui étaient utilisés à l'époque s'appelaient des Persian mills, donc qui étaient un peu différents, donc c'est un petit peu technique. C'était des formes de cônes en bois, des grands cônes en bois qu'on pouvait utiliser. À la même période, en Inde, on utilisait ce qu'on appelait des joris, des outils assez similaires avec une forme légèrement plus allongée, et du coup ce qu'on appelait aussi des gadas. Donc, l'origine de tout ça remonte à peu près 3000 ans, effectivement. Ok. Et c'était lisé, enfin, je n'étais pas historien, mais comme tu connais extrêmement bien le sujet, est-ce que tu sais à quoi ça servait à l'époque? Est-ce que c'était pour entraîner les soldats? Est-ce que c'était une arme? À quoi ça pouvait servir? Oui, c'était originellement, donc en Perse, c'était un outil d'entraînement pour entraîner les guerriers. Ok. Je te parlais du Persian 1000, donc d'origine donc perse iranienne. Le Persian 1000 était fait principalement pour rendre les épaules très fortes et endurantes. Parce qu'à l'époque, faut comprendre que les guerriers, ils avaient un bouclier, une épée, et c'était pas leur combat ou leur combat ne durait pas qu'une demi-heure ou une heure. Ça pouvait des fois s'étendre sur des jours et il fallait qu'ils tiennent. Mhm, mhm. Donc c'était principalement le but à l'époque, déjà à l'époque selon les écrits, le but de ces outils était vraiment le renforcement du corps dans son ensemble, mais particulièrement, il fallait qu'il soit particulièrement endurant sur les épaules et les bras. Ok. Et donc, Donc, toi, voilà. aujourd'hui, c'est comme ça que tu t'es retrouvé à l'utiliser? Enfin, comment t'as fait cette rencontre avec cet objet qui, du coup, est millénaire, quoi? Parce que c'est bon, c'est d'ailleurs pour ça, moi, que j'ai voulu faire ce podcast et échanger avec toi, parce que c'est un outil qui est très peu connu. À mon avis, je pense que dans les personnes qui vont écouter le podcast, très, très peu connaissent. Comment toi, t'es tombé dessus? Moi, à la base, je suis spécialisé en entraînement fonctionnel. Donc, j'utilisais et j'utilise toujours de divers accessoires qui va de l'haltère au kettlebell. Et je cherche à évoluer en permanence. C'est-à-dire, une fois que je maîtrise quelque chose, j'aime bien toujours continuer à apprendre. Et je m'intéresse énormément à ce qui se fait aux États-Unis, parce que les États-Unis, dans le domaine de l'entraînement fonctionnel, ils sont bien plus avancés qu'en Europe. Mhm. Et c'est en suivant quelques athlètes dans les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux, que je suivais notamment Eric Leja, et j'ai commencé à voir qu'il utilisait ce qu'on appelait un club bell. Alors pour ceux qui éventuellement verront de quoi on parle, un club bell, c'est quelque chose d'assez similaire comparé à une masse bell, c'est juste plus court, plus concentré. Et j'ai commencé d'abord par le club bell. Et ensuite, naturellement, je me suis dirigé vers la masse bell. Pourquoi? Il faut savoir que ce qu'on appelle l'Indian Club, donc quelque chose qui est plus petit que le club bell, comme ceci, le club bell ou la masse bell, ça fait partie de la même famille. Donc, ce qui fait que si par hasard tu connais un des outils, indirectement par la suite, t'es amené à être dirigé vers le reste en fait. D'accord. Ok. Et en fait, là, globalement, en fait, c'est un peu, bon, j'exagère, hein, sans manquer de respect à l'outil, mais en gros, c'est comme une batte de baseball.
globalement, ce que tu viens Le, de... le club bell, oui, ça peut s'apparenter à une batte de baseball, oui. Voilà, Batte après, de c'est baseball qui le peut être très matériau est très lourde. différent. Ouais, le Voilà. matériau est différent et c'est beaucoup plus lourd. Alors que, en fait, pour ceux qui se le repèrent, en gros, donc là, on passe globalement d'une batte de baseball et quand on évolue vers la masse belle, en fait, c'est l'extrémité qui devient une grosse boule où le poids est concentré, hein. C'est ça, on a du coup le Voilà, c'est tronc qui ça. est... C'est la masse belle, c'est un. Ouais, Donc ici, pour ceux qui le verront, c'est une masse de fitness. Donc avec un manche de 90 centimètres. ouais. C'est un manche avec au bout la masse qui est vraiment bien à l'extrémité. Donc ce Ok. qui fait que quand tu l'as à tenir, le poids est très excentré Ouais, et ce qui donne toute la difficulté des exercices en fait. ouais, complètement. Complètement. Ok. Et du coup, toi, alors tu disais que à l'époque, c'était utilisé pour les guerriers renforcer un petit peu l'endurance et la force au niveau des épaules, du membre supérieur, etc. Toi, tu l'utilises dans quel but? Moi, je l'utilise principalement pour entraîner le haut du corps dans son ensemble. Ouais, Donc, faut savoir que il n'y a pas de distinction vraiment particulière du fait. L'entraînement à la masse belle, c'est-à-dire ça reste un entraînement fonctionnel, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour cibler un groupe musculaire particulièrement. En revanche, euh, il est vrai que tu entraînes sans distinction tout le haut du corps. Donc moi, mon but principal, c'est vraiment d'avoir des épaules vraiment très fortes, renforcement tendineux, ligamentaire, ouais. et indirectement, parce que c'est pas forcément ce que j'ai besoin, mais c'est une des réalités de l'outil, te donner un corps CORE, donc sangle abdominale et bas du dos très très fort. Ok. En- Ouais. Parce qu'en fait, ça te sert quoi? Ce corps CORE, là, cette sangle abdominale, donc on va dire toute cette sangle qui fait abdos et bas du dos, ça te permet de créer quoi? Une certaine stabilité pendant que tu manipules l'objet, c'est ça? Oui, oui, on a forcément besoin de stabilité et d'ancrage, ce qu'on appelle d'ancrage. Donc si tu n'as pas un haut du corps qui est assez fort, tu es incapable de pouvoir manier l'outil en fait. D'accord. Et tout ça, encore une fois, ça s'apprend, c'est progressif, etc. Ouais, d'ailleurs, Mais il est vrai que dans la progressivité, ça va de combien à combien? Enfin, la plus grosse que tu aies ben, vue, c'est... en général, un débutant va commencer à 4 kilos. 4 kilos, Ok. d'ailleurs, c'est pour n'importe quel débutant, même quelqu'un qui sortirait du fitness et qui serait très très développé, ça sert à rien de commencer au-dessus de 4 kilos parce qu'on est très vite surpris par la difficulté de l'outil au départ. Donc un débutant va commencer à 4 kilos et on peut trouver communément des masses allant jusqu'à 30-32 kilos, sachant que avant de manipuler une masse de 30-32 kilos, faut déjà avoir un très gros niveau. Ouais, Donc voilà. c'est pas pour tout le monde. C'est pas pour tout le monde. Et bon, moi, j'ai un peu vu les vidéos, c'est-à-dire que globalement, ce qui m'a l'air assez intéressant, c'est qu'en fait, vous faites tourner la masse belle autour de vous, donc devant, derrière. Ça a Mhm. sûrement des noms, hein. J'ai pas, Oui, oui. encore une fois, je connais pas du tout, mais ça, tu vas nous le décrire. Et donc, c'est vrai que du coup, vous êtes amené à mettre l'épaule dans des positions assez extrêmes, entre guillemets, parce qu'elle doit assurer la rotation. Moi, je sais que par exemple, le truc que j'avais l'impression que ça en rapprochait le plus, c'est le halo qu'on peut faire au kettlebell, où on vient faire tourner le kettlebell autour de la tête. C'est le truc que quand je regarde qui m'a l'air d'être le plus proche. Et déjà, quand on fait le halo avec un kettlebell d'une certaine charge, on se rend compte de la contrainte sur les épaules. Donc, sur un truc comme la masse bell avec un bras de levier beaucoup plus grand et la charge tout à l'extrémité, on peut imaginer que du coup, bah, que c'est ouais, extrêmement dur à manipuler, quoi. Faut réussir à le gérer dans l'espace. Toi, t'as appris comment à faire ça? Parce que comme c'est pas connu, t'as appris grâce aux vidéos, t'as appris comment t'as appris? Non, au départ, j'ai commencé, j'imagine un peu comme tout le monde, ce qui peut être une erreur par moi-même en regardant quelques vidéos. Mais comme dans n'importe quelle discipline, même du KB, du kettlebell, il y a quand même beaucoup de technicité. Et si tu n'as pas capté tous ces petits détails, c'est compliqué en fait. Donc effectivement, c'est très technique. Donc j'ai commencé à apprendre par moi-même et ensuite, tout de suite, je me suis dirigé vers une formation auprès d'un
un des pratiquants un des meilleurs au niveau international qui proposait des formations et j'ai directement été formé par lui. Donc là, j'ai pas eu besoin d'aller très loin. J'étais à Amsterdam. Donc il y a une figure qui est assez connue dans le domaine du Masbel, c'est The Flowing Dutchman. Donc c'est un Hollandais et il pratique sa spécialité, c'est la Masbel. D'accord. Ok. Donc j'ai directement été me former par une formation qu'il proposait. Ok. Et c'est de là que j'ai eu mes bases, en fait. Ok. Et après, tu as continué à pratiquer tout seul ou t'es aidé, assisté par quelqu'un? Non, non, bien sûr, j'ai continué à pratiquer tout seul. Après, moi, dans ma vision des choses, je pense que si tu veux être bon dans quelque chose, il faut absolument pratiquer, pratiquer, pratiquer. Et c'est répétition après répétition que tu vas construire ton expérience. Et si tu t'analyses correctement, que tu progresses et que tu peaufines ton mouvement, en fait. Ok. Ok. Tu veux, pour faire un peu un parallèle, tu peux pas, tu vas apprendre la guitare, tu peux pas être bon à la guitare si tu fais de la guitare une fois par semaine. Par contre, tu vas apprendre la guitare, tu vas en faire un peu tous les jours, il y a un moment donné, ça va rentrer, quoi. Mhm, mhm. Ouais, Donc, complètement. Complètement. et là, c'est un peu ça. Donc, absolument tous les jours, je ne suis vraiment pas une journée sans swinguer. Et même aujourd'hui, que j'ai quand même un certain niveau, euh, je suis toujours en train de pratiquer de manière quotidienne, oui. Ok. Donc ça s'appelle le swing, c'est ça? Parce que tu as dit, Oui, le swing, c'est ça, le oui. swing. Donc le swing, est-ce que tu peux réussir, enfin, je pense qu'à la fin, tu montreras un petit peu les mouvements pour ceux qui regarderont la vidéo et qui voudront découvrir comme ça, ils verront un peu à quoi ça ressemble. Mais est-ce que du coup, à l'oral, tu arrives à expliquer un peu le mouvement de base du... Oui, en fait, donc il y a deux types de swing à la Masbel, ce qu'on appelle le 300 et le 360. C'est qu'une histoire de révolution. 300 comme 300 degrés, 360 quand on fait un tour complet. Ok, 300 degrés, 300, c'est un mouvement alternatif, de droite à gauche, de gauche à droite. Et le 360, on tourne dans une seule direction et la masse va faire une révolution complète dans une seule direction. Le 360, car c'est la figure pour ceux qui ont déjà vu quelque part de la masse belle, c'est la figure reine, c'est la figure la plus populaire, on va dire, le 360. On tient la masse devant soi, donc à la verticale. Donc le but, la masse, elle est ce qu'on appelle sur le couloir avant, elle est devant toi. Le but, ça va être de la faire passer derrière toi, de la faire swinger derrière toi. Elle va provoquer un mouvement, elle va provoquer un couple, ce qu'on appelle un momentum, et de la ramener devant toi par la suite. Et tout ça tout en contrôle. Parce que c'est assez facile à dire, dans la pratique, ça l'est un peu moins. j'imagine, surtout à 32 kilos, quoi. Je- Voilà. Bah, je- pour donner une image de ce que c'est que la difficulté à la masse belle, parce que certaines personnes, on se retrouve dans les entraînements non conventionnels à ce que des gens, parfois du fitness, euh, peuvent se moquer un peu de ce qu'on peut faire, que ce soit masse belle, même KB, au kettlebell. Parfois, les gens comprennent pas. Il faut savoir un snatch au kettlebell, par exemple, à 32 kilos, c'est déjà un bon snatch, c'est déjà un snatch qui est assez lourd et ça n'a encore Ouais. rien à voir par rapport à un halter, par exemple, Ah ou ouais. à faire quelque chose de guidé. Donc, à la masse belle, pour donner une idée, un swing à 360 avec une masse belle de 30 kilos sur un bras de levier d'1,20 m, c'est à peu près un moment d'inertie maximum de 200 kilos. Donc au plus bas, quand la masse swing et qu'elle arrive au plus bas derrière toi, tu dois faire face, tu dois contrer momentanément un poids maximal de 200 kilos, pardon. Donc c'est costaud. Ouais, effectivement, du coup, je comprends mieux pourquoi tu as le corps et les épaules qui sont engagés dans le mouvement. Parce que, Voilà, et que tu fais pas ça du jour au lendemain, quoi. que tu fais pas ça du jour au lendemain. Et du coup, bon, là, j'ai à peu près compris l'idée sur les épaules, etc. Et sur le corps. Euh, ça montre déjà des avantages de la masse belle. Est-ce qu'elle a d'autres avantages? Parce que c'est avec l'autre avantage que je vois là, quand je les vois à côté de toi, je me dis que déjà, un, ça prend pas de place. Donc tu peux assez facilement l'avoir chez toi pour t'entraîner. C'est quand même autre chose qu'un rack à squat. Du coup, toi qui le pratiques quotidiennement, quels atouts, après toutes ces années de pratique, t'as repéré sur la masse belle? Si tu devais la Bah, vendre. déjà, oui, bah déjà, c'est clair que
Si on a à faire face, par exemple, comme un épisode d'épidémie de Covid comme on a eu il y a quelques années, c'est quelque chose que tu peux avoir chez toi, comme tu as dit. On peut effectivement pratiquer partout parce que ça prend pas de place. Tu peux la mettre dans ta voiture, tu peux la ranger dans le coin de ton appartement. Euh, Ensuite, euh, financièrement, c'est très abordable, contrairement à certains accessoires ou certaines disciplines. Ensuite, bon, moi, sur mes vidéos, dernièrement, je montre énormément de pratiques de la force et de l'endurance. Mais il faut savoir qu'avec une masse belle, selon ce que tu utilises, selon les poids que tu utilises, tu peux travailler sur différents plans. Tu peux faire que de la mobilité si tu veux. Tu peux, ce qu'on appelle faire du mass bell flow, donc faire du flow. Tu as déjà vu peut-être du Mhm. kettlebell flow Mhm, ou mhm. du jungling, eh ben, le mass bell flow, c'est un peu ça. C'est différentes figures. En général, ça se fait qu'une mass bell légère et t'enchaînes les figures, etc., etc. Ça, c'est pour entraîner sa mobilité, par exemple. C'est vraiment génial. Le côté cognitif aussi, c'est extrêmement cognitif. Euh, des fois, ça me porte à sourire un peu quand certaines personnes parlent juste en faisant quelques mouvements très très simples. Oui, j'entraîne le côté cognitif. Bah, s'ils exploraient un peu autre chose, ils s'apercevraient que il y a encore bien plus compliqué euh, que ça. Ça fait Mhm. partie des accessoires qui sont les plus. Si tu veux tirer la quintessence de l'outil, ça fait partie des accessoires les plus difficiles, clairement. D'accord. Euh, en revanche, un débutant peut tout à fait apprendre en quelques heures à faire les mouvements de base déjà. Donc donc tu peux faire de la mass bell flow, tu peux faire de la force. Moi, je m'en sers aussi beaucoup en fonctionnel. Comme je t'ai dit tout à l'heure, je suis spécialisé en entraînement fonctionnel. Et ben, c'est un objet c'est un accessoire qui peut facilement s'utiliser en combinant les jambes. Et c'est ça qui est très intéressant. C'est un accessoire qui est très très complet. Ok. Donc tu peux l'utiliser clairement pour tout, même si effectivement pour les jambes si tu utilises sur une base de fente avant, de fente ou de squat, ça va être bien sûr moins efficace que si tu fais un squat à la barre à 120, 130, 140 kilos. Bien sûr. Mais c'est quelque chose que tu peux réellement entraîner le corps dans son ensemble, même si à la base, il est prévu vraiment pour être centré sur le haut du corps. Ok. Mais en même temps, tu Donc voilà. peux développer l'aspect force, l'aspect un peu musculaire, et aussi l'utiliser comme développement de la mobilité dans un aspect un peu plus santé haut du corps. Oui, oui, oui. Bah, il suffit toute une histoire de. C'est un peu le principe aussi en entraînement fonctionnel. De toute façon, c'est tu sélectionnes ton poids et tes objectifs sont différents. Par exemple, moi, je commence toujours quand je fais mes phases de ce qu'on appelle le mace lifting. Le mace lifting, c'est le côté force et endurance en même temps. Donc, c'est quand même assez sollicitant. Mais je commence jamais mes entraînements quotidiens de mace lifting. J'imagine bien sans m'être échauffé, Mhm. mais je m'échauffe de toute façon avec une de mes petites masses belles que j'ai de 4 kilos, celles qui me servent à entraîner et à former les gens quand ils veulent être initiés. D'accord. Donc, j'utilise une petite masse belle pour la mobilité, pour l'échauffement. Et si tu veux travailler la force, tu as juste à prendre des poids plus lourds et tu vas vraiment travailler la force. Ensuite, tu veux travailler d'un point de vue fonctionnel, bah, tu prends une masse belle d'un poids intermédiaire et là, tu peux combiner différents mouvements, etc. avec les jambes. Tout est une histoire de, toute une histoire de ce que tu veux faire et de compromis, quoi. Ouais, parce que moi, bon, ouais, forcément, j'essaie d'y réfléchir un peu en termes de prépa physique et de kiné, mais c'est vrai que je me dis que le côté mobilité et un peu Masbel flow, ça peut très bien se venir achever, entre guillemets, une rééducation d'épaule, tu vois. Alors, Euh, parce que tu parles de rééducation d'épaule, moi, c'est ce que j'aime faire, c'est la rééducation d'épaule et les pathologies du dos. La masse belle, ça peut très clairement, en dernier lieu, ça peut finir une rééducation d'épaule et surtout, dans le temps, ça va la consolider. Tu vois ce que je veux dire? mhm, Après, tout à l'heure, je t'ai parlé précédemment, si tu te souviens, que la masse belle, elle appartenait à une même famille, mhm. avec le Club Bell et les Indian Club. Les Indian Club que je t'ai montré, que je vais te remontrer pour ceux qui verront, ça, c'est Ouais, un Indian Club. C'est un petit club en bois
Celui-là, il fait 650 grammes. Et très clairement, ça, c'est juste génial pour les rééducations d'épaule. Moi, les gens avec des pathologies d'épaule, très clairement, sans prétention, et clairement, c'est avec ça qu'ils s'en sortent. Parce que tu fais des mouvements très amples, tu utilises toute la mobilité de l'épaule et c'est doux. C'est-à-dire que 650 grammes, ça te paraît rien, et c'est effectivement pas grand-chose, mais des mouvements circulaires et complets continus permettent un effort modéré de l'épaule sans trop en faire. Et il y a des phases de contraction qui sont très courtes et des phases de relâchement. Et c'est ça qui est intéressant. Même pour la masse belle par la suite, une masse belle, quand tu pratiques la masse belle, quand tu analyses le mouvement, tu as une phase où tu es dans le contrôle, où tu n'es pas, c'est pas là où tu vas forcer le plus. Et là, il y a une phase où effectivement, tu vas être en pleine contraction. Et là, au niveau du système nerveux, c'est très sollicitant. Donc c'est ça qui est de ces outils-là, c'est ça qui est intéressant, c'est de combiner des phases de travail avec des phases de relâchement successifs. Et c'est ça qui l'intérêt de l'outil en fait. D'accord. Ouais, ouais, je vois très bien. Non, mais moi, clairement, ça me parle, hein. Je me dis, alors, c'est vrai que comme je connais pas le mouvement et que je l'ai pratiqué qu'une seule fois avec dans le jardin de Fred Cossé, que je pense que tu connais, il m'a montré, en vrai, il m'a même pas vraiment appris. Il m'a juste dit, tiens, essaye. C'était plus, en fait, à mon avis, un moyen pour lui de me montrer que j'y arrivais pas que vraiment un moyen de m'apprendre. Mais quand j'ai essayé de le faire, c'est vrai que il y a des rotations du buste. il, il faut être en mesure de générer de la force dans des angles un peu particuliers sur la colonne. Donc c'est vrai que dans un premier temps, on pense à l'épaule, mais c'est effectivement, tu as raison. Ça vient aussi solliciter le dos dans des amplitudes, dans des positions, dans des angles qui sont pas forcément sollicités dans, par exemple, un squat ou des choses qui sont très dans un seul plan, quoi. Et par contre, ce qui est intéressant aussi, c'est effectivement le fait de gérer l'accélération, décélération de l'outil. Ça demande des contractions musculaires qui sont bien spécifiques quand même. Et tu parlais de comment, en parlant de ça, ce qui est clair, c'est que pour la santé du dos, j'utilise vraiment santé de l'épaule, rééducation et santé du dos. C'est-à-dire qu'effectivement, ce qui manque dans le fitness classique, même si on va au-delà du fitness classique, ce qui manque dans le CrossFit, par exemple, c'est qu'il n'y a pas de mouvement transverse. Mhm. Et le problème, c'est que tu ne peux pas négliger le mouvement transverse. Un corps, il est fait pour tourner. Mhm. Donc, tu n'es pas un robot. Et ce qui fait un des facteurs qui fait que les gens se blessent, c'est le manque de mobilité au niveau vertébral. Mhm. Et avec ça, tu l'entraînes, si tu veux. Donc, c'est Mhm. ça qui est très intéressant. Ouais. On est sur la mobilité de l'épaule, on est sur la mobilité de la colonne vertébrale, on est réellement sur aussi un renforcement des muscles profonds, pas uniquement des muscles superficiels. Et le troisième gros avantage pour moi qui n'est pas négligeable du tout, bah toi en tant que kiné, je pense que tu vas aussi, je pense aller dans ce sens-là. C'est le renforcement tendineux et ligamentaire. Je veux Mhm. dire, combien de fois tu as affaire à quelqu'un qui a une tendinopathie, ou parfois ça a du mal à se régler, ou toute autre pathologie de l'épaule, un problème au niveau de la glène. C'est unique. Pourquoi ça marche aussi bien l'Indian Club, le Club Bell ou la Mass Bell pour rééduquer, c'est qu'on ne marche pas sur des mouvements isolés de l'épaule pour renforcer l'épaule. Mhm. Mhm. L'épaule, de toute façon, c'est une synergie. L'épaule, on dit l'articulation de l'épaule, mais on devrait dire les articulations de l'épaule, Mhm. parce que c'est un ensemble de 4 articulations. Mhm. Et ça demande une synergie, une activation des muscles au bon moment. Et c'est en ça où, à mon sens, tu peux pas rééduquer correctement une épaule si tu travailles qu'avec des mouvements isolés, puisqu'une épaule, elle a besoin de bouger librement. La scapula a besoin vraiment de bien être mobile sur la cage thoracique, etc. Donc, pour la santé du dos, la santé de l'épaule, ça, pour moi, c'est un accessoire qui est aujourd'hui, pour moi, je connais pas mieux. Peut-être que je connaîtrai mieux dans quelques années ou plus tard, mais aujourd'hui, pour l'avoir essayé, pour le pratiquer tous les jours, je ne connais pas mieux. Ok. Et tu disais tout à l'heure que un débutant, il pouvait venir et en se formant correctement auprès des bonnes personnes, en quelques heures, il pouvait maîtriser les mouvements de base.
euh, ça suffit ensuite à pouvoir, comment dire, prendre du plaisir à s'entraîner avec, parce que c'est vrai que, comme ça, c'est ce que j'en discutais il y a pas longtemps avec une patiente qui me disait qu'elle détestait courir. Mais en vrai, généralement, on déteste courir parce qu'au début, on est mauvais et que ça paraît très très dur et donc on prend pas de plaisir. Mais c'est pareil partout, c'est-à-dire que n'importe quel mouvement, n'importe quelle tâche, en fait, au début, est assez difficile parce que on est nul. Tu vois. Et à La phase partir de d'apprentissage est bah oui, c'est difficile. ça. Et d'ailleurs, c'est les sports qui fonctionnent plutôt bien auprès du grand public. Tu vois, si je pense que si le padel tennis a bien fonctionné, c'est qu'en fait, tu peux très rapidement jouer et prendre du plaisir par rapport au tennis, par exemple, où il faut un peu plus de niveau. Et là, avec la masse belle, tu dirais qu'il faut pratiquer combien de temps pour, voilà, prendre du plaisir, commencer à avoir des sensations, commencer ouais, à sentir le mouvement, à pouvoir le maîtriser, à pouvoir un petit peu augmenter les charges, un peu s'amuser avec la masse belle, ça prendrait combien de temps? À peu près, hein, bah, bien sûr, chacun Moi, est différent, chacun ouais, ouais, ouais. apprend. Exactement. Il y en a qui vont apprendre très très vite, il y en a d'autres qui vont apprendre un peu plus lentement que certains. Mais en moyenne, vraiment, si tu pratiques, si tu fais des sessions 2 à 3 fois semaine, en 2 mois, tu peux vraiment commencer à augmenter les poids et à maîtriser un geste correctement. Ok. Ce que j'appelle maîtriser un geste correctement en parlant des swings, donc du 360 et du 300, c'est voilà, c'est de valider tous les points de la checklist. C'est-à-dire que pour moi, un swing, on doit avoir une position de rack à tel endroit, on doit amorcer avec le buste, on doit tirer avec le buste. Mais en validant les critères en 2 mois sur une pratique de 2 à 3 fois semaine, franchement, tu peux commencer à bien gérer les swings et à te faire vraiment plaisir. Après, moi, de temps en temps, je fais des workshops. Les workshops, je les fais sur 4 heures pour faire découvrir justement aux gens. Ouais. Et déjà, sur les workshops, les gens, ils prennent du plaisir, ils s'éclatent. Il faut savoir que à la masse belle, on parle du swing, les 300 et 360, on va dire que c'est les figures reines. Mais comme Mhm. on peut faire plein d'autres choses avec une masse belle et qu'il y a plein d'autres figures à apprendre, euh, si tu veux, les gens, ils peuvent déjà prendre du fun au bout de quelques heures. D'accord. Et ils peuvent tirer les bénéfices de la masse belle déjà assez vite et ressentir les choses, justement. D'accord. Parce que par exemple, on parle du backswing, des backswings qui sont les figurines, mais avant un backswing, ce qui est chouette, c'est avec une masse belle, on peut faire ce qu'on appelle un front swing. Ça swing devant. C'est beaucoup moins compliqué à appréhender, ça demande beaucoup moins de technique. Et déjà, la personne, elle a déjà un premier ressenti, un premier feeling de ce qui se passe. Elle va ressentir ses premiers momentum, la masse qui va l'emporter, etc. Donc, on peut prendre du plaisir déjà dès les premières heures de pratique, quand c'est bien mené. Et en parlant des figurines, pour être clair, voilà, à raison de deux, trois sessions par semaine, en 2 mois, tu peux déjà avoir un swing qui est vraiment correct et pouvoir progresser, monter dans les poids quand c'est ton objectif. Et pour les autres, faut savoir qu'il y en a certains qui ne voudront jamais monter en poids. Il y en a, c'est plus le fait de faire swinger la masse qui les intéresse et de travailler léger, parce qu'il y en a beaucoup qui aiment que travailler léger, et c'est très bien comme ça. Le mass bell flow, et c'est chouette pour ça, parce que le mass bell flow, c'est très créatif. Tu peux, si tu veux, ne jamais, jamais, jamais faire la même chose, intégrer un tas de figures qui sont assez simples, qui demandent des compétences techniques moindres, et tu peux aussi être pratiquant uniquement de mass bell flow. Et dans ce cas-là, bah, tu travailles également ta mobilité, etc. Tu apprends à bouger parce que tu te bouges dans l'espace. Et non, c'est chouette. Et c'est surtout le côté avec la masse belle. Donc tu peux avoir le côté rude, le côté brut, tu vois, le côté un peu enfin on va dire bestial, qui ne plaît pas forcément à tout le monde. C'est peut-être pour ça que les gens ont certains a priori, mais tu peux avoir aussi le côté très créatif. Créatif et récréatif. C'est ça qui est chouette, avec par exemple du Mass Bell Flow. Mhm. Ouais, ouais. Donc en fait, c'est un peu tout pour séduire. C'est vrai que bon, il y en a pour ceux qui cherchent un peu, on va dire, la testostérone et charger et avoir ce côté force, etc. Ok, très bien, il y a pour eux, mais il y a aussi pour ceux qui préfèrent simplement s'entretenir, avoir une pratique quotidienne. Se, se- je sais que cette expression, moi, enfin, je l'aime pas trop, mais elle est très fréquente. On va dire se déverrouiller un peu le corps, euh, venir faire bouger les épaules, venir faire bouger le buste. Et c'est vrai que du coup, ça peut plaire aussi dans ce sens-là, parce que moi, l'avantage que j'y vois, c'est que dans une pratique comme dans l'autre,
on n'est pas juste sur du stretching ou juste sur de la force, enfin juste sur de la mobilité ou juste sur de la force. Il y a toujours un équilibre entre les deux. Donc on va être plus sur force et un peu moins et mobilité ou plus sur mobilité sur le flow et un peu moins sur la force. Mais dans tous les cas, il y aura les deux. C'est pas comme une pure séance de stretching où du coup il y aura que de la mobilité et pas de force ou que de la force et du coup peu de mobilité. Donc ça c'est. C'est en ça où c'est assez fonctionnel. Et tu sais, c'est une des clés de l'entraînement fonctionnel. Enfin, moi, je m'en sers dans le cadre de l'entraînement fonctionnel, comme je t'ai dit tout à l'heure aussi, en intégrant les jambes, etc. Mais là, tu as mis un point sur le fait que c'est du stretching actif, Mhm, comme le mhm, principe de l'entraînement fonctionnel, c'est du stretching actif. Personnellement, après une séance d'isolation, souvent, même si c'est remis en cause ces dernières années, mais tu vois les gens s'étirer, etc., etc. Et quand tu fais de l'entraînement fonctionnel, tu n'as pas besoin de passer ton temps à t'étirer. Ton corps, il a été en mouvement dans son ensemble pendant toute une heure. mhm, Ce qui mhm. fait que t'es- tu t'es pas figé en quelque sorte parce que tu as trop bossé quelque chose. Tu as bossé l'ensemble du corps, le corps était tout le temps en mouvement. Ouais, ouais. Ah, Donc mais oui, ça c'est. c'est du stretching actif. De toute façon, bon, la masse belle, on peut appeler ça comme ça, ouais, c'est du stretching actif. Et pour ce qui est beaucoup plus du domaine de la rééducation, ou si vraiment tu veux travailler uniquement ta mobilité d'épaule, mais sur des pathologies, tu vois, sur de la mobilité, donc l'Indian Club, comme je te faisais voir tout à l'heure, Mhm. dans le milieu, pratiquer l'Indian Club, on appelle ça pratiquer du massage actif, Ok. puisque tu as ces phases, c'est très léger, sur des amplitudes très complètes, et c'est des phases de légère contraction, relâchement en permanence. On appelle ça c'est du massage, de l'automassage, du massage actif. Ok, Donc, intéressant. Ouais, mais moi ça me plaît bien le côté actif, le fait que voilà, il y ait quand même une certaine contrainte qui soit appliquée sur le corps, qu'on puisse la faire progresser donc de facile vers plus difficile, qu'on puisse chercher des amplitudes de faibles vers grandes, avec en plus, comme tu le disais, ces deux avantages qui sont si particuliers à la masse belle, c'est-à-dire que tu vas travailler sur le plan transverse enfin le plan transversal que tu travailles très très rarement. Et deuxièmement, il y a cette notion de contraction-relaxation, cet effet accélération-décélération qu'on va retrouver dans très peu d'autres outils et qui pour autant sont très importants pour la vie quotidienne et encore plus pour les activités sportives. Cependant, alors c'est peut-être la question la plus difficile du podcast pour toi, mais comme bon voilà, tu pratiques l'outil depuis plusieurs années tous les jours, tu es quand même considéré comme quelqu'un qui maîtrise très très bien l'outil. On a parlé de tous les points positifs, on les a tous cités. Maintenant, je vais te demander d'avoir un œil critique dessus. Alors, enfin moi personnellement, dans ton discours, j'en ai déjà perçu un, enfin tu en as déjà mis un petit peu en avant. Quel est quand même, selon toi, quelles sont les limites ou les inconvénients de la masse belle? Tu nous as un peu parlé du fait que on, on sollicite un peu moins les jambes. Alors on peut les intégrer, tu l'as dit, si on utilise sur les positions de fente, les positions de squat, mais de manière générale, elles sont un peu moins sollicitées par l'outil. Est-ce que toi, avec toute ta pratique, tu as repéré d'autres inconvénients? ben, Limites. On c'est parle vrai, d'inconvénients, des c'est limites. vrai que, on va dire par rapport à, comme tu le disais tout à l'heure avec du paddle, par exemple, si tu veux bien maîtriser l'outil sur des figures reines et qui sont intéressantes comme les backswings, ça demande un temps minimum d'adaptation. D'accord? Comme je t'ai dit, si tu veux commencer à être bon, prendre du plaisir, enfin, si tu veux commencer à être bon et commencer à grimper dans les poids, faut déjà, tu pratiques sérieusement, régulièrement euh, pendant 2 mois et après, tu vas voir que tout va se débloquer. Donc, il y a quand même un temps minimum d'adaptation que tu n'as pas en utilisant un haltère ou que tu as un peu moins parce que ça demande aussi, c'est quand même très technique aussi, le kettlebell, mais ça demande quand même un temps d'adaptation. Ça, on peut dire que c'est le premier point qui peut éventuellement freiner les gens. Mhm. Je trouve que le deuxième point, ça manque, même si on peut l'intégrer sur des mouvements de presse, c'est franchement pas pareil. Et moi, c'est ce qui me dérange dans la masse belle, c'est que ça manque d'élévation. C'est-à-dire que moi, je complète la masse belle avec du kettlebell. C'est-à-dire que je fais forcément du snatch à côté. Parce que ça travaille énormément les épaules, hein. On est bien d'accord, et ça rend vraiment des épaules si on veut, vraiment sans exagérer, à force avec le temps, avec la pratique, plus tu montes en niveau, ça rend vraiment des épaules indestructibles, entre guillemets. En revanche, pour avoir un peu vu des vidéos, comme tu me disais, bah, tu peux vite comprendre que ça manque d'élévation. Les mouvements de presse, il n'y en a pas du coup.
Donc ça pour moi c'est ce qui est un peu dérangeant. Donc je le complète souvent avec du kettlebell snatch parce que il me manque ça à mon sens pour être vraiment complet. Donc c'est pas un outil c'est un outil. Je peux dire que tu peux faire 90% du travail si tu veux, mais il faut quand même compléter derrière par de la presse quoi. Ok, ok, ouais. Donc il faut un mouvement vers le Euh, haut, entre guillemets, où tu viens presser. Ok, intéressant. Ouais, et j'aurais pas pensé. sinon vraiment ça et le fait que ouais les inconvénients ça et que malgré tout oui ça demande un petit temps d'adaptation. Donc, pour commencer à vraiment avoir le bon feeling avec l'outil et à vraiment ressentir ce que tu fais, c'est le temps d'adaptation qui peut éventuellement décourager les gens. Ok. Mais à À part part ça, je ça, vois c'est pas parfait. trop. À part ça, Bah, c'est c'est presque parfait, voilà. à Mais c'est 90%. vrai que mais voilà, bah, c'est un accès. C'est-à-dire que quand tu vas monter allez, si, je vais t'en donner un point quand même qui est important, mais ça va plus s'adresser quand les gens ils montent en niveau. C'est vraiment un accessoire qui est très pointilleux quand tu commences à monter extrêmement dans les poids. Parce que là, de toute façon, enfin, le droit à l'erreur, si tu l'as, moi, ça m'arrive sur des très gros poids de louper des reps, par exemple, et je me fais pas mal. Mais ça demande d'être très très pointilleux sur ta technique si tu veux prétendre euh, aller, euh, aller chercher des performances très hautes. Ça, oui. Ouais, mais ça, en même temps, c'est sur tous les outils. Je veux dire, quand tu fais ton back squat à la barre, plus tu montes en charge et plus il y a de risques de te faire mal. Je veux dire, ou sur un développé couché, sur On, un soulevé de terre ou des choses comme ça, tu vas. ah non, on est d'accord, je suis d'accord avec toi. Mais en fait, je sais pas si c'est parce que je sais, l'outil comme ça, quand tu le vois, paraît presque inoffensif. Mais dans les pratiquants, dans ceux qui pratiquent, bah, je suis désolé, mais il y en a qui montent à des poids qui sont arrivés par exemple à 20 kilos. 20 kilos, c'est déjà très gros, très fort pour swinger une masse. 20 kilos, tout le monde déjà ne le fait pas. Ok. Ils sont arrivés à 20 kilos, ils tentent de swinger. Ça swing tant bien que mal, si on peut appeler ça un swing, mais c'est, enfin, ils mériteraient de redescendre de 10 kilos et de vraiment rebosser leur technique. Bon, après, là, on en a un autre sujet, si tu veux. Mais c'est le Ouais. fait que quand tu montes en poids, de toute façon, et après, ça, c'est naturel. Quand tu montes en poids, peu importe quelle discipline tu parles, la technique va se dégrader. C'est normal. Ce qu'il faut, c'est qu'elle se dégrade le moins possible. Et ensuite, tu retravailles tes faiblesses sur les points que tu as déterminés quand tu as monté en poids pour pouvoir avoir le geste le plus parfait possible. Et ça, c'est ce que les gens ont un peu de mal à comprendre, je pense, dès qu'ils veulent monter fort. Mais à la masse belle, ça pardonne pas. C'est-à-dire que si vraiment tu n'as pas un geste technique parfait, ça sert à rien de monter dans des points inconsidérés, quoi. Ok. Donc Et ça, moi, je le pointe plus comme ouais, ça peut être un défaut. ouais, enfin, c'est un défaut du d'ego, en fait. Exactement, c'est un C'est pas défaut l'outil, d'ego. quoi. Je veux dire, c'est pas l'outil qui est responsable du fait que tu veuilles monter trop rapidement en poids. Ça, c'est un autre Non, problème. oui, Et oui, oui. ça monte de combien en combien? Parce que moi, c'est par exemple quelque chose que j'apprécie avec le kettlebell. C'est, bon, là, même si, parce que c'est devenu un peu plus populaire, les grosses marques commerciales en ont fait de tous les poids. Mais à la base, le kettlebell, ça monte de 4 en 4 de 4 Mhm. kilos en 4 kilos, c'est que tu peux, normalement, encore une fois, tu passes pas, je sais pas, mais par exemple, à Strong First, nous, on prend le 24 kilos comme, on va dire, entre guillemets, poids de référence, parce que tout doit être fait à 24 kilos. Mais en gros, tu passes pas à 28 kilos tant que tu maîtrises pas très très bien le 24. Parce que bon, bah, c'est autre chose. Pareil, quand tu veux réussir à presser, entre presser 24 et presser 28, ou presser Il y a, 32, il y a un gap, quoi. Je veux dire, tu peux pas passer aussi rapidement d'un poids à l'autre. Contrairement à, par exemple, le squat, la dernière fois, je me faisais charrier à la salle parce que il y a un ancien bodybuilder, il se moquait de moi parce que sur ma barre de développé couché, j'ajoutais des poids de 1,25 de chaque côté. Et il me disait, moi, à mon époque, quand on s'entraînait, il y avait des 20, des 10 et des 5.
Ça n'existait pas, les 2,5 et les 1,25. Donc, on passait du temps sur un poids et on devait vraiment le maîtriser avant de charger plus. Là, maintenant, il disait, vous me faites rire avec vos 1,25, etc. Mais c'est vrai que quand on s'entraîne, bon, enfin, moi en tout cas, je le perçois, quoi. T'as un peu cet ego où tu veux essayer à chaque séance de charger un peu plus, tu vois. Donc, t'es content de pouvoir rajouter un 25, ce qui change pas grand-chose en vrai. Mais dans ta tête, tu t'es dit, ouais, psychologiquement, j'ai rajouté du poids. Et la masse belle, ça augmente de combien en combien? Alors aujourd'hui, tu arrives à trouver des masses belles par gap de 2 kilos, Ah, ok, ouais, donc. sachant que, sachant que, comme tu le disais tout à l'heure avec le kettlebell, entre un 24 et un 28, il y a un monde. Eh ben, le monde que tu as entre un 24 et un 28 au kettlebell, les 2 kilos à la masse belle, c'est pareil, c'est un monde. Ouais, ouais, parce qu'il y a C'est-à-dire que tu swings, l'accélération. c'est ça, et c'est ça qui change tout. Tu swings, si tu te souviens de ce que je t'ai dit au départ, Les 200 kilos, là, une, l'accélération. ouais, une masse belle d'un mètre 20 de long, donc de mace lifting à 30 kilos, le moment d'inertie maximum quand il est au plus bas, au plus bas dans le dos, elle est de un peu plus de 200 kilos. Ça fait que une 15 kilos, on est déjà, une masse belle de 15 kilos, on est à plus de 100 kilos de moment d'inertie. Ce qui fait que tu vois, à chaque fois que tu vas juste rajouter 2 kilos par le Ouais. bras de levier, ça va avoir des sensations totalement différentes, hein. Donc 2 kilos, c'est déjà un monde et ça marche par étape de 2 kilos. Et le deuxième point que je vais souligner également, ce que tu as très bien dit, tu parlais de l'exemple des anciens en fitness qui dit à l'époque, ben, ça marchait de 5 en 5 et il fallait vraiment bien maîtriser avant de passer l'étape supérieure. Ben, c'est exactement, enfin, si tu veux bien faire les choses, c'est exactement la vision que j'ai de la masse belle. C'est-à-dire que maîtrise techniquement, fais en sorte que ton geste soit parfait à un poids donné. Par exemple, tu as 15 kilos, tu maîtrises déjà ton 15 kilos. Bah, fais en sorte que les 15 kilos, ce soit la perfection et que tu te sentes vraiment à l'aise avant d'essayer 17 parce que sinon, tu vas te casser les dents sur 17. Donc, oui, tu vas y arriver tant bien que mal, mais ça va pas être productif en fait. Ouais, ouais. Donc, effectivement, c'est ça, quoi. Mais ça marche pour répondre à ta question, ça marche par deux en deux, quoi. Tu trouves des 4, 6, 8, 10, Ok. 12, 14 ou 15, parce que là, il y a souvent des 14, tu as du mal à en trouver. Entre 12, ça passe direct à 15. Donc, des fois, tu vois, tu as certains modèles Ouais. où comme c'est pas, tu as certains modèles, tu as 3 kilos. Donc, tu te dis, alors quand tu t'es jamais fait avoir, tu te dis, ah, c'est que 3 kilos. Eh ben, tu swings première fois, tu as 15 kilos quand tu as été habitué à 12, ça te fait drôle, ouais. Ouais. Il y a la surprise. Il y a la surprise. Et C'est ça. par exemple, si on prend mon cas particulier, donc moi, en gros, je m'entraîne tous les jours. J'ai pas d'objectif de performance particulier. Je vise rien. Je fais pas de sport de compétition. Il y a rien derrière. En gros, moi, l'entraînement que je cherche, c'est un peu cette forme hybride où je cours, j'essaie d'avoir un peu de masse musculaire, des barres à peu près correctes sur certains mouvements de base, donc le squat, le bench et le deadlift. Comment tu verrais, entre guillemets, comment tu me conseillerais d'intégrer la masse belle? Quel avantage la masse belle pourrait apporter dans mon quotidien, en gros? Bah, perso, moi, je pense que je me mettrais un petit peu au fonctionnel avec la masse belle, parce que, comme tu dis, donc, j'ai regardé un petit peu ce que tu faisais également. Donc, tu fais du bench, tu fais du squat et tu fais du deadlift. Donc, même sur le travail des jambes, tu fais pas de travail unilatéral, ou alors pas de ce que tu montres. Oui, absolument. Ouais. Euh, donc, ça peut être un peu, ça peut créer, pas, avec le temps, ça peut vraiment créer des déséquilibres. Ok, t'es kiné, tu sais aussi Mhm, mhm. de quoi ça parle, mais tu peux créer des déséquilibres. Donc, travailler en fonctionnel avec la masse belle pour permettre effectivement un peu de travail unilatéral sur les jambes et des schémas de mouvement un peu différents. Euh, et une fois que tu maîtrises les bases de la masse belle, les bases du swing, faire un peu de force sur du 300, 360, sur de la pratique classique, pour renforcer de manière homogène tout le haut de ton corps et vraiment travailler sur ta sangle abdominale et le bas du dos, quoi. Je pense que tu seras d'accord avec moi que une, cou- une
un coureur qui est efficace et qui n'a pas trop de problèmes, c'est aussi un coureur qui doit avoir normalement une bonne sangle abdominale. Ouais, D'abord, la sangle abdominale, à la base, elle a deux fonctions. La première, c'est de protéger les viscères, et la deuxième, c'est de stabiliser le haut du corps sur le bassin. Donc, euh, quand tu cours, tu es quand même t'es en mouvement et les abdos sont super importants également. Donc, moi, je pense que je te conseillerais ça, faire un peu de force avec la masse belle une fois que tu la maîtrises, parce que ça pourrait vraiment t'apporter un gain homogène, un gain musculaire et une force fonctionnelle qui est très intéressante sur le haut du corps, et faire un petit peu de fonctionnel avec pour du travail unilatéral sur les jambes liées à ta course. Et ce qui rejoint sur les deux à la pratique de la masse belle, c'est vraiment de travailler ton plan transverse. ouais, moi Du c'est à coup, ça que je pensais, ouais. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on fait parce que jamais en muscu. et à la base, alors qu'on parle, bon, ici le sujet c'est la masse belle, mais qu'on parle de masse belle ou de club belle, ce sont des outils à la base dédiés au plan transverse. Mm. C'est-à-dire qu'il n'y a pas meilleur outil que ça pour travailler le plan transverse. Ces sortes de swings-là sont faits pour ça. Donc, Ouais. ouais, Ouais, moi, j'avais bien pensé à cet intérêt-là quand tu l'as décrit, parce que c'est vrai que ce soit le deadlift ou le bench ou le squat, on est vraiment que dans un plan. La course, on est aussi que dans un plan. Bon, après, j'ai d'autres activités à côté, mais qui sont pas de renforcement, qui sollicitent les autres plans. Mais c'est vrai que ça pourrait vraiment être intéressant de venir travailler le dos et les épaules dans d'autres plans. Et toujours, moi, je reviens dessus parce que c'est vraiment le truc qui me marque le plus, c'est vraiment ce gérer les décélérations, enfin les accélérations, les décélérations de la masse belle. Je pense que musculairement, effectivement, ça pourrait être un gain pour moi. Oui, effectivement. Je pense que, en plus, ce que tu disais, c'est un peu la question que je me pose au début. Je me suis dit, ok, imaginons que je commence à l'intégrer. Combien de temps il va falloir que j'y passe, combien de fois par semaine, etc. Mais en vrai, trois fois par semaine à raison de, je sais pas, 20, 30 minutes. Je sais pas, c'est à peu près ça. exactement, Ouais, exactement. ouais, voilà. Je veux dire, une fois que tu maîtrises bien une fois que tu maîtrises la chose, moi, c'est aussi un des avantages que j'ai du coup, et pourquoi j'adore la masse belle et je la pratique tous les jours. Je bosse beaucoup, j'ai un emploi du temps assez chargé et pourtant j'arrive toujours à pratiquer tous les jours. Pourquoi? Mm, Parce que 20 minutes intenses, ça suffit largement. bien sûr, On pourrait dire que c'est un des autres avantages de la masse belle, c'est selon tes objectifs. C'est quelque chose qui, une fois que tu le maîtrises, ne demande pas un grand investissement en temps. bien sûr. Tu peux encore arriver, comme tu dis, à caser 20 minutes, 30 minutes quelque part, alors que des fois, c'est plus compliqué de caser une heure. Je reviens là-dessus, parce que j'y pensais quand tu étais en train de me parler de ça. Pour toi, les deux, je t'ai trouvé deux autres avantages vraiment non négligeables dans la pratique de la course qui peuvent t'améliorer, euh, qui peuvent permettre de t'améliorer, pardon. C'est que le travail du plan transverse, de manière naturelle, va enfin risque, dans le sens bénéfique du terme, d'améliorer un peu ta technique de course, parce que de toute façon, tu seras moins verrouillé. Et un corps qui est efficace, c'est un corps qui sait bouger librement. Euh, et des coureurs, j'en vois quand même pas mal. Et il y en a beaucoup quand même, excuse-moi du terme, là c'est peut-être un peu vulgaire, mais enfin, on parle de coureurs débutants, hein. Bien sûr. Euh, Oui, oui, non, mais je vois ce que tu veux dans dire. les dans les coureurs débutants, il y en a beaucoup, on a l'impression qu'ils courent avec un balai dans le cul. Oui, oui, il n'y a pas de Tu vois ce que relâchement, je veux ouais. dire? Il n'y a pas de relâchement, ils sont très très raides. Et le travail du plan transverse permet cette fluidité, de relâcher le corps, d'apprendre au corps à marcher dans un plan où il n'a jamais été habitué de fonctionner. Donc le travail de plan transverse peut vraiment te permettre à moyen terme, je pense, d'améliorer peut-être ta technique de course de manière tout à fait naturelle. Et le troisième point qu'on n'a pas encore que je vais te parler, enfin le dernier point que je vais te parler dans ton cas, mais qu'on n'a pas encore évoqué, c'est que quand tu commences à faire de la force et du swing, du backswing à la masse belle, c'est très 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 cardio. Ah C'est ouais, vraiment, c'est un cardio de force qui est vraiment euh, poussé, poussé presque à l'extrême, vraiment. La première fois, quand tu n'en as jamais fait, tu prends vraiment une claque, hein, au niveau de ton cardio au départ. Quand tu montes dans les
poids, tu prends vraiment une claque. Et on dit, ceux qui pratiquent, qui sont vraiment habitués à pratiquer la masse belle, ils te disent que la pratique, le swing à la masse belle, eh ben, c'est le cardio du haut du corps, comme quand tu fais de la course à pied ou du vélo, c'est le cardio des jambes, tu vois. Mhm. Et là, c'est pareil. Donc, tu travailles énormément sur ton cardio. Et Ouais. ça, du coup, c'est pas le cardio de force. Quand tu es bon en cardio de force, derrière, euh, je pense que ça faciliterait un petit peu ça, enfin, ça permettrait peut-être d'améliorer à moyen terme aussi ton endurance sur des courses, quoi, sur des longues courses, Ouais, ouais, un truc quand un tu es peu. dans le dur. Ok, ok. Et alors, parce que là, on a parlé de tous les avantages, on a aussi, parce que pour histoire d'être un petit peu objectif, on a cité un petit peu les limites et les inconvénients de la masse belle. Euh, D'après toi, avec le recul que tu as, bon, tu en as un petit peu parlé, c'était notamment le temps d'adaptation et le fait qu'il faille pratiquer un petit peu avant de pouvoir la maîtriser et pouvoir monter un petit peu en charge. Mais qu'est-ce qui retarde le développement de la masse belle? Pourquoi c'est pas connu? Pourquoi c'est pas dans les salles? Pourquoi personne ne connaît la masse belle, d'après toi? Euh, donc, en premier point, je citerai les idées reçues et les a priori, je Ouais. pense. Euh, Parce que les gens, même s'ils voient, les gens en général, les idées reçues, les a priori, le manque de curiosité. C'est-à-dire que la plupart des gens, quand ils vont nous voir swinguer, euh, la majorité des gens vont penser que c'est un truc de barbare et que c'est presque un truc de fou allié, Ouais. déjà. Donc les idées reçues, tu vois. Un manque d'ouverture d'esprit et manque de curiosité aussi. Parce que de tous les gens qui me voient swinguer, que je connais pas, parce que je m'entraîne principalement à l'extérieur, j'adore ça. Euh, Allez, j'ai peut-être 10% des gens qui vont venir m'aborder naturellement pour me poser des questions et me dire ah qu'est-ce que c'est tout ça, même en ayant un regard très critique Hein. sur la chose. C'est pas de dire ils viennent pas me voir parce qu'ils trouvent ça génial, forcément. Ils viennent me voir et ils me posent directement des questions ou du style ça commence comme ça. Ah mais vous allez vous faire mal à l'épaule ou vous Hein, allez vous hein, faire mal au dos. Donc tu vois les idées reçues. Alors que non, au contraire. C'est fait pour renforcer les épaules, c'est fait pour renforcer le dos. Par contre, effectivement, si si tu pratiques pas de manière très progressive, ou si tu pourrais éventuellement te blesser comme n'importe quoi. Donc, dans un premier temps, les idées reçues, les a priori, euh, le manque de visibilité par rapport, je dirais presque au fitness qui a pris vraiment toute la place ces 20 dernières années, hum, hum, 30 hum. dernières années même. Euh, Parce que quasiment tous les gens ne jurent que par le fitness traditionnel aujourd'hui. Bien sûr. Donc c'est quelque chose qui est compliqué à faire face, même si on s'aperçoit que depuis l'épisode de Covid où les gens ont dû un peu se réinventer pour s'entraîner à la maison, etc., pour ce qu'ils souhaitaient. Euh, Comment dire Ils se sont un peu plus tournés déjà vers l'entraînement fonctionnel depuis quelques années. L'entraînement fonctionnel a pris un peu plus de place. Donc les gens commencent un petit peu à changer. Mais l'image du fitness traditionnel est trop présente. Je dirais que les gens sont vraiment dans la... Aussi peut-être parce que aujourd'hui, on est vraiment dans le paraître. Hum. C'est-à-dire que pourquoi tu peins? Pourquoi un mec ou pourquoi une nana va à la salle? Un mec, il va aller à la salle pour avoir des gros biceps et des gros pecs. Un nana va aller à la salle pour avoir un gros boule et des grosses cuisses. Et voilà. Mhm. Donc, mais au-delà de l'aspect esthétique, après, c'est que ça n'engage que moi, c'est que ma vision des choses. Que je Mais partage. le fitness, au-delà de l'aspect esthétique, il n'y a pas beaucoup d'autres avantages. Il y en a sûrement, mais moi, j'en trouve pas beaucoup d'avantages. Parce que c'est pas parce que, en reprenant juste un exemple, ça, peut-être que je vais piquer un peu, tu vois, mais parce que je l'ai déjà eu à une époque où je prestais dans les salles. Je ne connaissais pas encore à cette époque-là la masse belle, mais je faisais que du fonctionnel. J'entraînais les gens que en fonctionnel. Et tu peux avoir des personnes qui poussent très fort au bench et qui sont incapables de faire un snatch à 20 kilos kettlebell, hein. Mhm. Ça, je l'ai déjà vu. Donc,
entre avoir une force isolée et une force fonctionnelle, c'est différent. Bien sûr. Et moi, personnellement, je préfère avoir une force fonctionnelle. La force, ça me sert dans la vie de tous les jours, à soulever une caisse, etc., etc. Donc oui, le fitness qui est peut-être un peu trop présent, le fait que les gens veulent plus paraître musclés, massifs que réellement forts, pour moi, c'est les principaux freins. Après, euh, il y en a un frein qui est quand même important, bon, lié à la masse belle directement, c'est que le manque de formation à la base, moi j'ai eu la chance de, avec le recul et les années, parce que maintenant j'ai 38 ans, j'aurais peut-être fait une erreur si j'aurais été plus jeune, mais j'ai pris le temps, quand j'ai décidé de vouloir me former à l'époque, quand je voulais me former à la masse, j'ai pris le temps de trouver la bonne personne, le meilleur, ou vraiment un des meilleurs au niveau international pour me l'enseigner, par exemple. Donc déjà, c'est peu connu, il y avait peu de formation, mais j'ai quand même pris le temps de choisir une formation de qualité et le meilleur mentor, entre guillemets. Mhm, mhm. Donc, il n'y a pas trop de formation de ça. Du coup, il y a pas, pour le moment, on n'est pas beaucoup d'instructeurs. Et le si peu d'instructeurs que tu trouves, bah, la plupart sont, ont pas une qualité d'enseignement top, je trouve. Donc tout ça fait que peut-être effectivement, enfin tout ça, à mon sens, fait que c'est pour ça que la masse belle ne perce pas. Ouais. Mhm. Ouais, là-dessus, moi, je te rejoins un peu parce que c'est vrai que généralement, on se met à faire du fitness au sens large parce que on cherche un gain, on cherche à voir un changement. Et le problème, c'est que, enfin, le problème, le truc, c'est que la masse belle, tu vois pas tout de suite le changement. Tu vois pas au bout de 2 mois de pratique, le changement que tu vas voir, c'est que tu vas peut-être réussir à mettre 2 ou 4 kilos de plus sur ta masse belle. Et encore, comme tu l'as dit, 2 à 4 kilos, c'est tellement, enfin, le gap est tellement grand que t'es pas sûr de les faire tous les mois. Donc peut-être que, alors que à la salle, bah, sur des mouvements classiques, déjà tu vas avoir des changements un peu physiques. Tu l'as dit, hein, esthétiquement ça va évoluer. Les charges, tu vas pouvoir les faire monter un peu plus rapidement. Donc je pense que il y a cet attrait où je vois plus rapidement ce que ça fait sur mon corps. Plutôt que, si tu vois, je pense que c'est plus la vision court terme qui prime que la vision long terme. Et de me dire, en pratiquant la masse belle, peut-être que je vais pouvoir avoir des épaules qui vont être saines, un dos qui va être sain sur le long terme. Je vais pouvoir avoir des épaules et un dos qui vont être forts sur le long terme, etc. Et ça, en fait, tout ça est battu par le fait que bah, si je me tape mes séries de développé couché et mes séries de curl au biceps, je vais avoir des gros pecs et des gros biceps en 2 mois, quoi. Tu vois? Donc, je pense Après, que... après pour justement rebondir là-dessus Ouais, avant que j'oublie, donc je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, mais il faut aussi souligner que encore une fois sur une vision moyen à long terme, tu peux tout à fait de toute façon prendre de la masse ah musculaire oui, j'imagine. et avec la pratique de la masse belle. Donc, c'est plus pour orienter les gens sur le fait que, eh ben oui, ça prend peut-être plus de temps, c'est sûr. Par contre, on peut tout à fait prendre de la masse musculaire et de partout avec la pratique de la masse belle également. Ouais, bah, ça, de toute façon, j'imagine, à soulever des charges. De toute façon, ça reste une charge, une contrainte que tu appliques sur le corps, donc ça va forcément finir par développer Exactement. ta masse musculaire. Mais bon, après, il y a de l'espoir parce que le kettlebell, il n'y a pas si longtemps, c'était encore inconnu. Enfin, quand je dis inconnu, encore une fois, c'est auprès du grand public, hein. Je parle pas du petit groupe qui s'entraîne et de cette communauté qui connaît le kettlebell. Mais c'est apparu dans les salles, mais non, enfin, notamment grâce, entre guillemets, enfin, grâce. Le CrossFit a aidé parce que du coup, il a popularisé un peu le kettlebell. Il y a eu du kettlebell qui sont arrivés. On en a retrouvé dans les salles. Donc, il y a peut-être moyen de voir un jour la masse belle arriver. Bien que le problème de ces choses, de ces outils-là, tu vois, c'est un peu comme la sangle TRX. C'est-à-dire qu'il y a eu son apogée. À un moment donné, il y en avait partout. Et pour une raison que j'ignore, probablement parce que, encore une fois, il n'y a pas de résultat que tu vois rapidement, entre guillemets, ça a un peu disparu. Aujourd'hui, tu vois très peu de personnes s'entraîner avec une sangle de TRX, quoi. Je veux dire, c'est hyper rare. Donc moi, j'ai un peu peur qu'entre guillemets, le kettlebell suive un peu la même trajectoire, c'est-à-dire que là, c'est en train d'être un peu plus popularisé, ça va connaître une apogée, et puis ça va redisparaître. Bon, peut-être pour laisser la place à la masse belle, après tout, pourquoi pas, à chacun son tour. Mais c'est vrai que les choses comme ça, généralement, les gens... En fait, le problème, c'est que le kettlebell ou la masse belle, tu vois, comme tu dis, ça fait des années que tu pratiques, toi. Tu vois. Et donc, du coup, ça demande une certaine discipline, une certaine rigueur, une certaine assiduité qui, en réalité, n'existe plus dans le monde du sport. Les gens, ils vont à la salle, je sais pas, j'ai pas de stats, mais bon, si on met de côté les personnes qui prennent un abonnement et qui vont jamais à la salle,
Déjà, je pense que c'est 50% des abonnés. Mais les gens, ils vont à la salle quoi? Allez, à tout péter. 2 ans, 3 ans? Mm. Combien de personnes y vont pendant 10, 15, 20 ans? C'est Non, il n'y a extrêmement pas rare, tu beaucoup. vois, Mm. c'est extrêmement rare. Donc, le truc, c'est que c'est un peu ça, c'est que le kettlebell, les gens, ils vont découvrir, on dira, ah ouais, c'est sympa, machin et tout, vas-y, je fais mes swings, je fais mes snatchs, je fais mes press, je fais mes get-up. Et au bout de 2 ans, ils vont se lasser, ils vont dire, bon, c'est bon, j'ai fait le tour. Alors que pas du tout, hein. Mais ils vont estimer qu'ils ont fait le tour du truc, ils vont ranger le kettlebell dans un placard, ils vont passer à autre chose. Et je pense que c'est pour ça aussi que les outils fonctionnels comme ça montent, arrivent à un apogée et puis s'éteignent parce que bah, la sangle théorique, c'est pareil. Les gens, ils ont tiré 3 fois sur le TRX, ils ont fait 2 tirages, ils ont eu l'impression d'avoir fini le jeu. Et puis après, ils ont mis la sangle dans le placard, quoi. Tu vois? C'est ça. Et la masse belle, c'est pareil. C'est-à-dire que je pense que un jour, ça fonctionnera. Les gens, ils vont faire leur truc, ils vont réussir à faire leur swing 300, leur swing 360. Ils vont y arriver à 10 ou 15 kilos et puis ils vont avoir l'impression d'avoir fini le jeu. Et puis voilà, fin du truc. Je pense que le manque d'assiduité des gens et d'investissement dans la pratique, hein, ce qui est pas un défaut en soi, c'est pas un crime, hein, mais c'est un fait. C'est très très dur d'être assidu à quelque chose pendant des années. Je veux dire, c'est extrêmement rare hein, aujourd'hui dans le Ben, sport. moi, je pense que non, mais c'est vrai, mais ça fait partie d'une certaine hygiène de vie. Et c'est voilà, comme tu l'as dit, c'est de la discipline, c'est de la rigueur. Après, très clairement, même si aujourd'hui, sur moi, en parlant de moi personnellement, je vois les fruits de ce qu'a fait la masse belle sur moi et je suis pas prêt d'arrêter. Et comme tu l'auras compris, de toute façon, j'adore et je suis un passionné de la masse belle. Mais il faut de la discipline, il faut de la régularité. Mais que j'adore mais qu'on peut retrouver aussi avec n'importe quelle autre pratique, hein, du KB ou ce genre de choses, c'est que ça forge également le mindset. Mhm, Tu mhm. vois ce que Après, là où je te rejoins, c'est que effectivement aujourd'hui, les gens ne sont plus assidus, les gens se lassent très vite, et c'est surtout, après, on touche à un autre problème, hein, et peut-être que ça va peut-être en faire réagir certains quand ils écouteront ça. Mais aujourd'hui, si tu promets aux gens quelque chose de rapide et sans effort, et j'ai bien dit rapide et sans effort, les gens sautent dessus. Ouais. Même si c'est croire au Père Noël. Regarde l'électrostimulation. Enfin, là, ça va pas durer longtemps, mais c'est la folie parce qu'on fait croire aux gens que. Donc, si tu demandes aux gens, si tu proposes aux gens du rapide sans effort, ça marche. Si tu proposes quelque chose qui demande de l'effort et de la fluidité, dans notre société aujourd'hui, c'est pas ce qui marche le mieux, c'est sûr. Ouais, c'est moins vendeur. T'achètes moins. C'est moins vendeur. T'achètes moins. C'est ça. T'achètes moins, c'est clair. T'achètes moins. Non, mais ça, c'est clair et net. Mais même ça marche pour tout. Moi, dans la rééducation, les gens veulent être soulagés plus que guéris. Parce qu'être soulagé, ça demande pas d'effort. On peut soulager quelqu'un avec un massage, on peut soulager quelqu'un avec de l'électrostimulation, on peut soulager quelqu'un avec du dry needling, on peut soulager quelqu'un avec plein de manières très rapides. Guérir, ça demande des efforts. Et là, on est sur un autre process et il y a beaucoup moins de personnes qui sont d'accord de rentrer dedans parce qu'il va falloir faire des exercices, il va falloir travailler, il va falloir produire des efforts, il va falloir être un peu assidu tout au long de la rééducation. Et ça c'est autre chose. Soulager, facile, j'achète. Je vais me faire masser, je vais me faire manipuler, je vais me faire piquer sur le dry, je vais faire des trucs comme ça. J'achète tout de suite. Je veux dire, le dry needling, ça marche, c'est la folie. J'en discutais avec un formateur là. Déjà parce que ça marche réellement, hein, c'est efficace, mais c'est surtout que, punaise, t'imagines, tu t'allonges sur une table, on te planque une petite aiguille, ça prend 1 minute et t'es soulagé. C'est qui n'achète pas ça, tu vois? Mais ça veut pas dire que t'es guéri. Ça veut pas dire que t'es guéri. Mais tu vois, à Ouais. ça, je vais te proposer un petit exemple et un parallèle et un petit exemple, parce que c'est tout frais, ça date d'il y a 15 jours. Dans ma clientèle, j'ai un peu de tout. J'ai une minorité de gens qui sont dans la performance, d'accord? J'ai beaucoup de gens, euh, j'ai beaucoup de seniors et des gens à pathologie. Parmi ces gens-là, j'ai un monsieur, il y a maintenant, ça fera presque 2 ans, qui s'est fait opérer du dos. Il s'est fait opérer du dos, on lui a éclaté 3 vertèbres pour aller Mhm. chercher une tumeur sur un nerf dans la colonne. Mhm. Et il a les 3 lombaires de vissé. Rééducation, 5 semaines. Il a été en Allemagne pour ça, parce que je suis au Luxembourg.
Donc, il a été en Allemagne pour ça, il s'est fait opérer, rééducation 5 semaines là-bas au centre. Avec l'aval de son chirurgien, il a repris avec moi, on a repris tranquillement. Et déjà, son chirurgien à l'époque lui disait, écoutez, monsieur, euh, vous ne pourrez jamais vous pencher en avant et retrouver la mobilité d'avant. Et lui, c'est ce qu'il me dit. Bon, cette personne de je te parle, il s'appelle Guy. Donc Guy me dit ça. Et là, je suis devenu, parce que je peux pas feindre mes émotions ou quand il y a quelque chose qui me contrarie. Et là, quand il m'a dit ça, ça m'a vraiment fâché. Et il me connaît parce que maintenant, je l'entraîne depuis 5 ans. Donc il me fait confiance. Et je lui ai dit, Guy, écoutez, il dit, je ne peux pas vous promettre, c'est sûr que je ne vais pas vous faire retrouver 100% de votre mobilité. C'est impossible. Par contre, je peux vous dire une chose, c'est que les 90%, vous allez les retrouver et que vous allez vous pencher en avant tôt ou tard. La seule chose que je ne peux pas vous promettre, c'est en combien de temps. On Ouais. a le temps, c'est pas une question de temps. Par contre, je vous promets que on va y arriver. 9 mois après, il était redevenu aussi, 9 mois après l'opération, il était redevenu aussi performant qu'avant et il avait retrouvé ses capacités. Et il n'y a pas longtemps, il y a à peine 15 jours, il m'a fait une petite carte. Je continue toujours à l'entraîner, mais il m'a fait un petit cadeau gentil. Et parce qu'il me voit, il connaît mon activité à la Masbel, etc. Donc il m'a trouvé un petit livre, Monsieur Costaud. Donc il m'a acheté le livre Monsieur Costaud et il m'a fait une petite dédicace. Et il a marqué merci à vous, Ludovic, pour le fait de m'avoir appris il faut savoir se pencher et travailler dur pour récolter les fruits de ce qu'on sème. Ça veut tout dire. Mais je veux dire, Ouais, pour moi, ça a été c'est un petit exemple, mais ça a été le plus beau des cadeaux. C'est bien sûr. au moins d'inculquer à une personne que on n'a rien sans rien et que si tu veux quelque chose, si tu veux durer, si tu veux être en forme, parce que c'est avant tout du sport santé également, eh ben, il faut travailler, il faut être régulier et il y a que ça qui paye, quoi. Et que peu importe au moment où je te parle, peu importe la pathologie que tu as ou le problème que tu as, moi, je refuse la fatalité. C'est-à-dire que si tu travailles intelligemment, c'est sûr que tu pourras t'améliorer. Il y a aucun doute. Ah oui, non, mais ça, c'est. Moi, je reste assez persuadé, c'est ce que je dis aux patients, et là-dessus, je te rejoins parfaitement. C'est. À l'heure actuelle, avec les connaissances qu'on a, il y a quand même très, 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 très peu de douleurs, de pathologies qu'on ne peut pas résoudre. En vrai. Seulement, comme tu l'as dit, on ne sait pas en combien de temps et il va falloir produire des efforts. Et c'est deux éléments qui, généralement, l'incertitude de savoir quand est-ce que je vais aller mieux et oh mince, il va falloir que je produise un effort, c'est deux choses qui, du coup, freinent beaucoup de personnes. Tu vois. Mais moi, les gens qui viennent me voir et qui me disent j'ai mal ici, j'arrive pas à faire ci, j'arrive pas à faire ça, c'est. Alors, des fois, moi, j'y arrive pas et je réoriente vers d'autres personnes qui ont plus de compétences, mais généralement, aujourd'hui, on sait globalement tout améliorer. Je veux dire, on a suffisamment de connaissances, le corps humain est capable de s'adapter de manière assez extraordinaire, où si on prend le temps, qu'on applique les bonnes contraintes, qu'on fait une bonne progressivité, etc., on récupère. On récupère quasiment tout. Donc, seulement, il faut accepter que tu sais pas dans combien de temps et qu'il va falloir pendant tout ce temps-là produire un effort, être assidu, être régulier, etc. Et ça, c'est vraiment, c'est pas évident à accepter, mais si tu l'acceptes et que tu suis le process, tu fais confiance au processus, généralement, tu arrives à destination. Tu finis par arriver à destination. Exactement. Tu finis par arriver à destination. Et du coup, la destination là, est-ce que, bon, du coup, ceux qui écouteront le podcast ne le verront pas, mais est-ce que tu peux, pour ceux qui vont le regarder, est-ce que tu peux nous faire une démo sur un swing? Je Ouais, pas t'oblige de pas à souci. prendre la 32, hein. Je t'oblige pas à prendre la Non, 32. non, non. Bah, à 3,32, ça va être compliqué quand même. Je vais juste déplacer un peu Ouais, 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 plaisir. les Ça va être, accessoires. c'est sympa à regarder parce qu'au moins ça mettra un peu de. Donc là, tu prends tu as combien? Là, je vais prendre la 12 là. Ok. Ah, attends, je vais prendre la 15. Non, non, Elle est attends, chargée à attends, non, 15. non, il manquerait plus qu'en direct tu Non, te mais fasses une épaule, on est bien. 15, ça va bien. Alors là, tu vas commencer par quoi? Le 300 ou le 360? Non, là, je vais te faire je vais te faire un 360. Ok. Après, on va commencer par le 360. Après, je vais te montrer le 300. Comme ça, les gens Ouais. qui verront la vidéo auront la différence. Et, et voilà. Ouais, ouais, ça OK. suffira. Ouais, ouais, pas de souci. Allez, go. Donc,
Donc là, ouais, t'as vraiment la masse à la verticale, hein. Tu me vois bien dans le cadre? Parce que là, Ah par ouais, contre, je me vois t'es pas. parfait, ouais, t'es parfait. Donc Ah ouais. ça, on est sur un 360 ici. Donc il fait ça en parlant, tout va bien. Donc tu vois, il y a une phase de contrôle qui est devant, qui est aussi un peu une phase de repos, puisque ici, j'ai pas d'effort maximal Mhm. à fournir quand la masse est devant. Et il y a la phase où ici, quand la masse part derrière mon dos, c'est la phase où l'effort est maximal, où les tensions sont maximales et où ma sangle abdominale travaille au maximum pour pouvoir stabiliser mon corps sur le mouvement. Donc ça, c'est le 300. Donc 60. le C'est le 300, 300 ou comme tu... 360? pardon, le 360. Ok, ok, ok. Et donc là, tu fais le 300. Le 300. Là, je vais faire le 300. Donc précédemment, on était sur un mouvement qui était toujours dans la même direction. Là, sur le 300, je vais partir à l'épaule pour arriver à l'épaule opposée. Quand je suis à l'épaule opposée, je repars sur l'autre épaule. D'accord. Ah oui, d'accord, ok. Chu. Donc là, pareil, tu as la phase d'accélération, la phase un peu de repos. Là, quand tu es sur l'épaule, tu as Voilà, légèrement du repos. Et après, tu dois réaccélérer et regérer la charge. Ok. c'est ça. Ici, je dois guider, laisser la masse faire et repartir. Ah ouais, c'est un délire quand même. Ok. Et après, en tant qu'on y est, donc ça, c'est les figures classiques. Et comme tu as peut-être déjà vu, donc le mace lifting, qui est une catégorie de masse belle, une catégorie, une discipline dans la masse belle. Le mace lifting, c'est une discipline de force endurance. Et là, tout se déroule à une main. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire que tu fais le 300 et le 360 à une main. Et sur une durée donnée. C'est-à-dire que un biathlon, un biathlon en mass lifting, c'est 10 minutes à une main de 360. Donc, tu as le droit au changement de main de manière indéfinie. Ouais. Et 10 minutes de 300 à une main. Ah oui, Donc, d'accord. Ok. Putain. Ok. Ok. Bon, en tout cas, ceux qui écoutent le podcast, j'espère que vous irez voir au moins la fin de la vidéo parce que faut voir quand même. Faut voir à quoi ça ressemble quand même. Ça, c'est. Ok, donc ça, il faut faire ça pendant 10 minutes. voilà. Donc là, tu vois, sur un enfin, en mace lifting, pour parler du mace lifting, 10 minutes de 360, j'ai une cadence au 360 à 15 kilos, j'ai une cadence de 30 reps par minute. Donc c'est à peu près 300 reps. Donc moi, ce que je fais, je change tous les 10 répétitions, mais ça n'empêche que tu Bien fais sûr. 300 reps, t'as accumulé 300 reps. Ouais. Sur le 300, que je n'ai pas montré, en mace lifting, ouais, on est un peu plus rapide sur la cadence, mais ça fait à peu près 340 reps à 15 kilos. Donc ça fait beaucoup, beaucoup de volume. Tu vois. Ouais, je Donc comprends mieux c'est pour ça l'histoire que du cardio, quoi. Je comprends mieux l'histoire du c'est de la cardio. force et c'est de l'endurance. Ouais, ouais. Et c'est ça où moi, c'est pour ça là, je pratique beaucoup de mesh lifting parce que tu allies vraiment les deux. Et là, pour du coup, oui, c'est très cardio. Et Ouais. pour le système nerveux, c'est très engageant du coup au Ah ouais, départ. ouais, je veux bien y Et c'est croire, ça ouais. qui est chouette. Ouais, ouais, je veux bien y croire. Ok, bah écoute, c'est génial. Tu as répondu à toutes les questions. Moi, franchement, c'est. Alors, comme je disais hein, au début du podcast, je connaissais pas du tout la masse belle. C'est un ami qu'on a en commun. Enfin, c'est Michael qui m'a Oui. conseillé de venir un petit peu voir de ce côté-là et pourquoi pas faire le podcast avec toi. Donc, je te remercie d'avoir accepté déjà de dédier du temps au podcast et de venir présenter la masse belle et de donner de ton corps du coup en montrant quelques exemples. J'espère en tout cas que ça va permettre de populariser le mouvement, de populariser l'outil. Moi, je vais sûrement, pourquoi pas, je veux dire, là, tu as quand même exposé des arguments qui me parlent. C'est vrai que l'idée de venir travailler dans le plan transversal, de venir travailler au niveau de la sangle abdominale, euh, de venir gérer cette accélération, décélération, etc. Le fait de pouvoir l'utiliser pendant 10-15 minutes
Voilà, juste, ça prend la place, pour ceux qui verront jamais les vidéos, en gros, ça prend la place d'un balai, hein. En gros, C'est ça. Ouais, ouais. donc ça se range partout. C'est vrai que c'est très très intéressant et ouais, je pense que c'est un truc qui va pouvoir apparaître dans mon entraînement. Donc je te remercie en tout cas du temps que tu m'as accordé. Et puis voilà. Bah, je te remercie également à mon tour de m'avoir contacté. Je remercie Michael d'ailleurs, petite dédicace à Michael aussi. Michael, je l'ai connu par les réseaux, hein, c'est lui qui m'a contacté, on s'est contacté et je lui ai donné des tuyaux à distance. Je l'ai aidé à s'améliorer dans la pratique de la masse belle. Donc non, c'est ça qui est chouette aussi dans cette communauté de la masse belle, c'est que c'est une belle image d'entraide. Mhm. Même chose que pour ceux qui sont dans le kettlebell. Donc, on a dans ces sports non, ce qu'on appelle aujourd'hui non conventionnels, cette entraide et cet esprit un peu, au sens large, cet esprit un peu famille, tu vois. Mhm, mhm. Donc oui, je te remercie de m'avoir contacté. Moi, c'est avec plaisir que, que j'ai fait ça. Et puis, bah, si vraiment tu veux te mettre à la pratique de la masse belle, n'hésite pas à me contacter et Ah oui, pourquoi oui, tu pas le se faire sauras. pour le plaisir te montrer les bases et t'orienter sur les bases pour que tu puisses bien évoluer. Ce serait Mm. avec grand plaisir. Ouais, ouais, non, vraiment, oui. Bah, de toute façon, tu le sauras, puisque évidemment, si je m'y mets, tu auras des nouvelles. Sinon, c'est pas drôle. Si elle débarque à la maison, tu auras une photo, c'est sûr. Bon, Mais ouais, je serais content de ça. Ouais. ouais, bah écoute, la 4 kilos, j'ai compris, je commencerai à 4 kilos, donc pas de problème, ça prend pas de place. Pourquoi pas? Bah écoute, merci beaucoup, Ludovic, et puis à très vite alors. À très vite. Ciao, ciao.